Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'essentiel, notre futur. Et ce que je vais vous dire sur ce futur va vous surprendre, vous étonner, peut-être même vous contrarier, tellement c'est quelque chose qu'on n'entend absolument pas habituellement. Je vais vous dire que nous allons vers un monde d'abondance. Je vais vous dire que la grande croissance des Trente Glorieuses que nous avons connue apparaîtra presque comme une stagnation à côté de ce que nous allons connaître dans un certain nombre d'années. Vous allez me dire que c'est pas possible, c'est insensé, c'est fou. On vous dit tellement le contraire, on vous parle de collapsologie, de décroissance, de fin de notre civilisation thermo-industrielle. Et même nos politiques les plus éminents vous le disent. On est sorti de l'abondance. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Eh bien, contrairement à ce que vient de vous dire Emmanuel Macron, nous entrons dans une ère d'abondance. Nous n'avons jamais vraiment connu l'abondance depuis que nous sommes sortis de nos grottes qui nous abritaient en tant qu'hommes préhistoriques. Nous avons toujours dû lutter pour des ressources. Nous allons connaître l'abondance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens comme par exemple William McDonough et Michael Bromgart, des écologistes, je dirais de vrais écologistes, avec cet ouvrage Upcycling. Upcycling, ça veut dire en fait recycler en mieux. Voyez-vous, c'est une idée très importante sur laquelle je reviendrai un jour. C'est recycler en mieux. C'est par exemple de l'acier de voiture. Si vous le transformez en acier d'une barrière, vous le sous-cyclez. Tandis que vous allez upcycler, surcycler, si vous transformez par exemple le plastique d'une bouteille de plastique en un vêtement, une laine polaire de Patagonia à base de bouteilles de plastique qui vaut 80 €. Vous voyez, la fonction est devenue du plastique devenu plus noble. Donc, le sous-titre, comme vous l'avez vu, c'est concevoir pour l'abondance. Et voilà un autre homme qui passe difficilement pour un grand capitaliste, puisque c'est un communiste, Aaron Bastani, ce jeune Iranien d'origine, conseiller de Jérémy Corbyn, qui a écrit Communisme de luxe, l'abondance grâce aux nouvelles technologies. Donc il y a des gens qui savent ce que je vais vous dire, que nous allons aller vers l'abondance. Alors d'abord, la première idée, c'est que nous avons déjà connu quelque chose de ce genre. Je suis né à Préchac, en Gironde, petit village de 1000 habitants, il y a maintenant une soixantaine d'années. Et si vous aviez dit 40 ans avant ma naissance, vers 1920 et quelques, aux paysans locaux, que leurs petits-enfants auraient 2 voitures, certes cabossées, mais 2 voitures quand même, une voiture à l'époque ça coûtait presque le prix d'un jet privé, qu'ils auraient de l'eau en tournant sur une manivelle, un bouton, un robinet, au lieu d'aller casser la glace dans le puits pour se chercher de l'eau en hiver, qu'ils auraient de la lumière et du chauffage en appuyant sur un bouton, au lieu d'aller dans le froid et la pluie chercher du bois pour se chauffer, qu'on viendrait ramasser leurs ordures, qu'ils auraient droit à des vacances, qu'ils auraient des routes goudronnées, et même pour les plus pauvres d'entre eux, que de temps en temps ils s'envoleraient dans les airs pour prendre des vacances de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Si vous aviez dit ça en 1920-25 à un paysan de Préchac, il vous aurait mis un coup de pied au derrière. Écoutez, arrêtez de raconter des stupidités, arrêtez de me faire rêver avec des choses impossibles. Pourtant, aujourd'hui, je vous garantis que tous les habitants de Préchac en Gironde vivent comme ça. Ils ont 2 voitures, certes cabossées. Ils vont en vacances, certes à Bakou, en Tunisie ou à la République dominicaine. Et ils ont évidemment tous l'eau, l'électricité et maintenant l'Internet. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Mais vous allez me dire, oui, mais alors tout le reste, toutes les crises, l'énergie qui va manquer, la pollution, les matières premières qui vont manquer. Vous savez, la grande phrase des écologistes qui paraît si raisonnable. Les seules personnes qui peuvent croire qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini sont soit des fous, soit des économistes. Voilà. Eh bien, ça paraît très raisonnable. Mais, il y a un mais. Le deuxième terme de la phrase est faux. Dans un monde fini. En fait, le monde est infini. C'est ça l'erreur. Le monde est totalement infini.
Et pour cela, je vais faire cette vidéo d'introduction, mais c'est tellement important que nous allons creuser dans 5 ou 6 autres vidéos chaque domaine. La première chose à comprendre, c'est la fonction exponentielle. Pour bien comprendre la fonction exponentielle, eh bien, je vais vous donner un exemple. Celui de ce qu'on appelle la loi de Moore. Vous avez ici, à l'écran, l'ordinateur ASCII-RED de l'armée américaine en 1996. Je dis bien 1996, on avait déjà à l'époque des ordinateurs, c'est pas la préhistoire, hein. C'est pas 1976, non, 96. Il est grand comme 2 cours de tennis, il coûte 55 millions de dollars. Eh bien, la puissance de calcul de cet ordinateur qui servait à l'armée américaine à faire des simulations d'explosion nucléaire, 10 ans plus tard, pour 400 dollars, vous l'avez dans la console PlayStation d'une chambre d'enfant que vous avez à l'écran ici. Voilà, dans la chambre de votre enfant, il y a l'équivalent à l'époque de l'ASCII-RED 10 ans plus tôt. Et aujourd'hui, vous avez une puissance encore bien plus grande dans votre téléphone portable. C'est ça la fonction exponentielle. Vous savez, on parle de nénuphar qui double de taille tous les jours, et un jour il arrive au quart de l'étang, le lendemain il fait la moitié de l'étang, et le surlendemain il fait tous les temps. Eh bien, tant qu'il n'était pas au quart ou au huitième de l'étang, on l'avait pas repéré. Donc c'est ça la fonction exponentielle, et un certain physicien du nom de Albert Bartlett a dit que la plus grande faiblesse de l'espèce humaine, c'est son incapacité à concevoir la fonction exponentielle. Ce qui est très drôle, c'est que Albert Bartlett était justement quelqu'un qui luttait contre les idées que je vais vous présenter, qui luttait contre les idées de croissance infinie. Et il voulait dire, avec la fonction exponentielle, vous allez voir, on va se heurter à des limites. Oui, mais il y a, et c'est toute l'ironie, une exponentielle dans l'autre sens, une exponentielle vers l'abondance. Regardez déjà cette courbe. Cette courbe vous montre la baisse seulement sur 10 ans, la baisse de prix de l'électricité faite par des panneaux solaires. Et vous voyez tout là aussi d'une courbe exponentielle qui descend très vite et qui va passer en dessous du prix de l'électricité faite par des énergies fossiles. Donc quand vous voyez ce genre de courbe, évidemment il y a des différences parce que sur l'île en Angleterre c'est moins rentable évidemment qu'en Inde ou qu'en Arabie Saoudite l'énergie solaire, mais bon, quand vous voyez ce genre de courbe, vous savez que vous avez affaire à des exponentielles. Et voilà maintenant la grande révélation que je vais vous faire dès ce premier épisode, c'est qu'il y a des exponentielles partout. Il y a des exponentielles dans la santé, il y a des exponentielles pour la nourriture, il y a des exponentielles pour le spatial, et il y a des exponentielles, évidemment, pour l'énergie, et spécialement pour l'énergie solaire. Donc, on va vers un monde d'abondance. En plus, il y a l'intelligence artificielle, bien entendu. Il y a l'intelligence artificielle qui va à la fois créer de grands problèmes sociaux, mais qui va nous permettre d'avoir énormément d'outils, énormément de produits sans avoir à travailler. Encore faudra-t-il faire la répartition. Donc, le monde d'abondance paraît, pour ceux qui savent vraiment, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui voient les chiffres et les tendances, paraissent évidents, sauf sur un point. Oui, tout ce que je vous dis peut s'écrouler s'il n'y a pas les matières premières nécessaires pour cela. Or, les matières premières, il y en a de moins en moins. Certes, on peut les recycler, comme je l'ai dit, on peut les upcycler, hein, mais ça reste limité. Eh bien, non. C'est ça la grande révélation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps quand j'ai écrit mon livre La Grande Mutation, quand j'ai découvert ce jeune Iranien dont j'ai déjà parlé, Aaron Bastani, qui vous dit, avec son communisme de luxe, que nous vivrons tous en l'an 2100 comme les millionnaires d'aujourd'hui. C'est exactement la même chose pour les paysans de Préchac, comme je vous le disais, d'aujourd'hui par rapport aux paysans des années 1920 et même 1950. Voyez ? Eh bien, Bastani m'a fait découvrir le space mining en anglais, miner dans l'espace. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que je ne donne jamais de date parce que si vous voulez, dans prospecter au monde complexe, faut se méfier. Donc quand je dis 2100, c'est une façon de parler, je veux dire avant la fin du siècle. Mais bon, là je prends un risque de dire peut-être 2080, 2090, ça ira sans doute beaucoup plus vite. Vous voyez les fusées d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Mais
il parle de tourisme spatial, il parle d'aller sur Mars. Mais en fait, tout ça, c'est une couverture, chers amis. Je vais vous dire la vérité. La vérité, et c'est pas complotiste de le dire, c'est que eux, ils savent que l'homme le plus important de la planète et le plus riche au passage sera le premier qui maîtrisera le space mining, miner dans l'espace, aller chercher dans les astéroïdes, au-delà de l'orbite de Mars, aller chercher l'aluminium, aller chercher le zinc, aller chercher le nickel, le fer dont nous avons besoin. Oui, on va aller le chercher là-bas parce qu'il sera beaucoup moins cher à ramener sur Terre que le fer ou le zinc ou le nickel qui viendront d'Australie ou du Canada où il y en aura de moins en moins, il faudra creuser de plus en plus profond. Alors vous allez me dire, bon c'est fou, c'est pas possible votre histoire. Ben si, regardez, très simplement. Prenez par exemple un marchand de vélos à Paris il y a 50 ans. Et dites-lui, bon, tu es complètement mort parce que, enfin, fabricant de vélos plutôt, tu es complètement mort parce que les Chinois vont faire des vélos à prix tellement bas que tu pourras plus fabriquer un seul vélo en France. Et le type, il va hurler de rire. Vous imaginez le coût de transport de Pékin à Paris, non, mais les vélos chinois, moi, je les attends. Ça risque pas de m'arriver. Aujourd'hui, depuis le port de Pékin-Tianjin jusqu'au Havre, ça coûte 3 fois moins cher. 3 fois moins cher de transporter un vélo que le même vélo transporté par camion du port du Havre à Paris pour être vendu. Pourquoi ? Parce que dans l'eau, il y a très peu de frottement et qu'on a mis en place ces immenses navires porte-conteneurs qui font donc effondrer le coût du transport. Mais dans l'espace, il n'y a pas de frottement du tout. Ce qui coûte cher, c'est de décoller de la Terre et de se reposer sur Terre. Ça coûte très très cher. Mais décoller d'un astéroïde, figurez-vous, ça coûte rien. Parce que la gravité est tellement faible sur un astéroïde qu'un coup de pied au derrière, j'exagère à peine, du vaisseau spatial suffit pour qu'il décolle. Et pour le transport dans l'espace, ben ouais, il n'y a pas de frottement. Donc une fois que vous avez lancé quelque chose, ben il peut se déplacer jusqu'à une autre étoile s'il le faut, sans jamais s'arrêter. Donc voilà pourquoi Elon Musk, voilà pourquoi Jeff Bezos font toutes ces fusées avec récupération. Ils veulent diviser par 100, par 1000, par 10 000 le coût d'atterrir et de repartir de la Terre. Et ils sont en train d'y arriver. Donc voilà pourquoi on aura, je le détaillerai dans une des vidéos, on aura évidemment la possibilité d'avoir bien plus de matières premières qu'on ne pourra jamais en dépenser sur Terre. Si vous ne me croyez pas, regardez mon astéroïde favori, Psyché, vous le voyez maintenant à l'écran, il fait 200 km de diamètre, et sur ces 200 km de diamètre, donc les matières premières qu'il y a dedans, si on les ramenait sur Terre aujourd'hui, bien sûr si on les ramène sur Terre, le coût des matières premières va s'effondrer, et donc évidemment, c'est justement ma théorie, et donc ça vaudra plus rien les matières premières, ça vaudra plus rien. Donc évidemment, si aujourd'hui on les ramenait sur Terre et qu'on les vendait au prix du marché, ça ferait 113 millions de dollars pour chaque être humain. Je répète, 113 millions de dollars pour chaque être humain. On parle d'un revenu minimum universel pour tous, et ben là, on en tient de revenu minimum universel pour tous. 113 millions de dollars par personne, vous vous rendez compte? Voilà le potentiel qu'il y a dans un seul astéroïde. Donc vous voyez, les ressources sont absolument infinies. Et donc demain, l'énergie sera illimitée et quasiment gratuite. Grâce à l'énergie solaire, il y aura des problèmes de conservation, de transport, mais tout ça, c'est des problèmes techniques déjà en phase de résolution. Donc l'énergie sera quasiment gratuite. Vous qui vous plaignez de votre facture d'électricité aujourd'hui, sachez que demain, la facture d'électricité sera tellement faible que c'est comme tirer la chasse d'eau. Vous vous posez pas la question, est-ce que je perds de l'argent quand je tire la chasse d'eau? Non, voilà. Donc l'électricité, le prix sera très faible. Les matières premières, le prix sera très faible. Les objets manufacturés qui seront faits par des robots à intelligence artificielle sera très faible. Et évidemment, il y a les exponentielles également dans la nourriture et dans la santé. Et en plus, le grand problème que tous les catastrophistes voyaient, c'est-à-dire le fait que l'espèce humaine est trop nombreuse sur Terre, eh bien c'est l'inverse qui est en train de se produire. Là aussi, les gens vraiment visionnaires, les gens vraiment intelligents, les gens vraiment prospectivistes, comme Elon Musk par exemple, vous disent le grand problème que va affronter l'humanité, c'est de manquer d'êtres humains sur Terre. Pour ça qu'il a 12 enfants, Elon Musk. Manquer d'êtres humains sur Terre. Oui. La décroissance des êtres humains commence et elle risque d'être catastrophique dans certains pays. On va peut-être tangenter les 10 milliards d'êtres humains sur Terre, 9 milliards et demi, 10 milliards, et puis ça risque de s'effondrer complètement. Et dans certains pays, on risque presque de les voir disparaître. Donc voilà, donc on est dans un monde où le potentiel est incroyable pour une nouvelle révolution. Maintenant, ce monde d'abondance, il y a deux problèmes.
Premièrement, on va pas y arriver tranquillement. Hein. L'humanité ne sait pas faire, j'ai déjà dit ici, des transitions tranquilles. Elle sait faire que des transitions brutales. Elle trouve le bon équilibre qu'après avoir beaucoup tergiversé. Donc, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des crises, il va y avoir des guerres, il va y avoir du populisme. On le voit bien aujourd'hui, ça fait des années que je le dis. Malheureusement, c'est intégré à mon modèle d'analyse de changement de civilisation. Et deuxièmement, et c'est là où on revient à Aaron Bastani et à ce jeune homme tout à fait visionnaire qui sera peut-être un jour reconnu comme le Adam Smith du post-capitalisme. Vous savez que Adam Smith, avec son ouvrage La richesse des nations, avait fait un ouvrage qui a été reconnu près d'un siècle après comme fondateur du capitalisme. Eh bien, Bastani, c'est grâce à lui que j'ai découvert, entre autres, comment ce monde d'abondance nous attend. Mais Bastani dit qu'on va se faire des guerres terribles pour l'abondance. Alors, ça, c'est pas possible. On peut pas être aussi con que ça, quand même. Quand on aura tout pour tous, on va en profiter. Ce sera la belle vie. Non. L'être humain, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que les gens qui auront investi des 1000 milliards de dollars pour ramener les matières premières sur Terre, vous croyez qu'ils voudront que ce soit gratuit? On voit déjà ça aujourd'hui sur Internet. Sur Internet, des tas de choses pourraient être gratuites. La musique, les informations, les films. Mais les gens ne veulent pas que ce soit gratuit. Parce que, ils veulent se faire rémunérer. C'est un peu logique. Il y a un film assez terrible là-dessus qui s'appelle Time Out. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est rare qu'Hollywood fasse des films aussi marxistes, entre guillemets. Mais c'est un film où chaque être humain a du temps pour vivre en bonne santé. En fait, vous ne dépassez jamais l'âge de 30 ans, toute votre vie, c'est l'abondance. Vous vivez toute votre vie heureux et en bonne santé, et vous pouvez vivre éternellement, à condition de payer. Tous les mois ou tous les jours, il y a un prix à payer. Et si vous avez plus l'argent, vous mourrez instantanément de vieillesse, parce que vous avez plus l'argent pour payer la prolongation de votre vie. Donc vous retrouvez la vie que vous devriez avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, 95 ans, oui, et vous mourrez. Voilà. Et donc le héros dont la mère est morte comme ça, il est furieux, il veut faire une révolte contre le système, et il découvre qu'en fait, il y a du temps pour tout le monde, il y a du temps de vie suffisant pour tout le monde, mais on a créé effectivement une rareté, hein, on a rationné le temps de vie pour pouvoir le vendre aux gens. Et pour ne pas évidemment voir s'effondrer un système capitaliste avec des choses à vendre et à acheter. Et du coup il y a une révolte, etc. Enfin, je raconte pas le film, mais vous voyez bien l'idée. Ça risque d'être pareil, explique Bastani. Quand les gens verront que ce qui pourrait être gratuit ou quasiment gratuit va coûter cher, les gens vont se révolter, et voilà. Et donc c'est pour ça qu'il parle de communisme de luxe. Alors on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec lui, mais lui il dit il faut se préparer à une forme de communisme, parce que justement le communisme c'était absurde, c'était idiot du temps de Marx, du temps de Mao, etc. Pourquoi c'était idiot? Parce qu'il n'y avait pas d'abondance. Le communisme n'est possible que s'il y a l'abondance pour tous. Et justement, l'abondance pour tous arrive. Elle arrive à grands pas. Alors, encore une fois, je suis pas forcément d'accord avec lui, mais c'est ça l'idée générale. Donc, nous sommes dans un monde où toutes les barrières qui nous limitent vont sauter les unes après les autres dans les décennies à venir. Et donc, nous ne devons pas nous préparer pour la pénurie, nous ne devons pas nous préparer pour... Ah si, il y aura des crises, je vous l'ai dit, mais enfin, on va pas nous préparer pour la décroissance, la collapsologie, etc., même s'il va bien sûr y avoir des crises. Nous devons nous préparer pour l'abondance. Et c'est cela que j'essaierai de vous expliquer en prenant un par un tous ces points dans les différents épisodes de cette série vers l'abondance.